Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë. Un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Selon l'Institut national de santé publique, la consommation de boissons énergisantes contenant de la caféine soulève des questions de santé publique depuis plusieurs années, non seulement en raison de leur composition, mais aussi en raison de leur promotion, de leur disponibilité et du contexte de leur consommation. Une boisson énergisante, c'est quoi? C'est un breuvage qui peut contenir une grande quantité de caféine, de sucre et d'autres stimulants comme la guarana, la taurine et la L-carnitine. Dans une canette, il peut y avoir jusqu'à 27 cuillères à thé de sucre. Avec la popularité grandissante et les variétés qui se multiplient, aujourd'hui on tente d'aller plus en profondeur et de répondre à la fameuse question: est-ce qu'il existe des boissons énergisantes meilleures pour la santé que d'autres? Aujourd'hui, on va parler de sucre et de caféine avec la nutritionniste Valène Elwin. Bonjour Valène. Salut! Donc, on va commencer avec tout de suite la première question. C'est quoi la quantité maximum de sucre et de caféine qu'un jeune adulte devrait ou pourrait consommer sécuritairement chaque jour? Oui, bien, dans le fond, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour ce qui est du sucre, dans le fond, on parle environ de 5 à 10 de ses besoins énergétiques total. Donc, si on prend quelqu'un, par exemple, qui consomme de 2000 calories par jour, bien, ça représente à peu près un 100 grammes de sucre par jour. Si on regarde une boisson gazeuse, genre Pepsi, ça contient 41 grammes de sucre pour une canette. Donc, on a déjà là, un petit peu moins que la moitié d'atteint avec un breuvage. Donc, il faut être quand même... ça va vite, là, ça s'additionne vraiment rapidement. Pour ce qui est de la caféine, c'est sûr qu'il y a des valeurs qui rentrent en compte. L'âge, à l'adolescence, les recommandations ne sont pas les mêmes. L'âge adulte, femme enceinte aussi. Donc, c'est toutes des valeurs qui sont en compte. Mais on parle d'environ, là, pour l'âge adulte, 150 milligrammes de caféine par jour. Et à l'adolescence, là, on parle d'un moins de 60 milligrammes par jour. Puis en comparaison, mettons, 150 mg de caféine, ce serait quoi? Bien, dans le fond, si on regarde là, un café filtre, on a environ 75 milligrammes, mon Dieu, j'ai de la misère avec mon gramme, milligrammes de caféine. Puis un café filtre, là, en contient plus, on est déjà à 135 milligrammes de caféine dans un café de près 6-8 onces. Là. Ça, c'est les Keurig, les petites copes? Ou... Oui, ben, okay. Ça peut, oui, c'est un café filtre, dans le fond. Oui, okay. Oui. Beaucoup? Oui. Fait que ceux qui prennent 4 cafés par jour... dépassent la limite. Oui. Okay. Donc, on parle à peu près là, d'un 2, maximum 3 cafés par jour là, qui seraient les recommandations pour un adulte. Donc, quand on parle d'un adolescent, c'est moins d'un café, dans le fond, ce que ça représente là, en milligrammes par jour. Un adolescent, c'est moins de 18 ans, mettons? Oui, ben tu sais, d'habitude, adolescent, là, on est dans la tranche à peu près 12-17 ans. Okay, là. Ouais. Bon. Puis on voit souvent aussi que les boissons énergisantes contenaient plus de caféine qu'un café. Mais là, on dirait qu'en entendant les chiffres, tu dis 150, mettons 2 cafés filtres, ça me fait 150 mg de café, mais une canette de boisson énergisante style gourou, que c'est 140 mg de caféine, mais au final, ça revient un peu en frais de caféine, ça revient au même. C'est intéressant ce que tu apportes là, puis c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent aussi des jeunes à dire « Ah, ben là, un tel en contient 90 ». Ça varie là, entre 80 et à peu près 300 mg, dépendamment des... Tu sais, il y a des formats qui sont plus gros aussi de canettes, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que il y a rarement qu'un stimulant. Il y a rarement que de la caféine. Dans le fond, on a d'autres stimulants, comme par exemple la taurine, la guaranine. Donc, en plus du sucre, on vient comme additionner des facteurs, ce qui fait que ça tombe exponentiel. Donc, on ne peut pas juste se fier à la quantité de caféine parce que les stimulants aussi vont avoir des effets secondaires sur le corps. C'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. Je savais pas que la taurine ou ces choses-là, je pensais pas que c'était un stimulant. Oui, ce sont tous des stimulants. Donc, des fois, même dans une canette, on va avoir de la caféine et de la taurine et de la guaranine. Souvent, c'est ça qu'on voit, on en a plus qu'un. Et ça s'additionne, là, puis même on ne peut pas additionner ça. Il y a des facteurs qui sont exponentiels même.
Quand c'est marqué à base de théine, est-ce que ça reste quand même un stimulant? C'est un stimulant qui provient du thé. Par exemple, il est moindre, ce stimulant-là. Il est moins élevé en stimulant. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais ouais. oui, mais ça se calcule moins en milligrammes, mais le thé, dans le fond, c'est une molécule qui vient du thé et c'est moins fort, dans le fond, que la taurine, la guaranine et ces stimulants-là, ouais. Quels produits qu'on prend couramment Oui. qui sont les plus élevés en teneur en sucre qui surprend, mettons? Qui surprennent les gens. Il y en a plusieurs, je te dirais, en partant, les céréales à déjeuner. Des fois, là, il y en a ils ont des allégations genre plus protéinées, multigrains, mais parfois sont comme faites à base de granola, mais sont plus riches en protéines, mais vraiment plus haute teneur en sucre. On peut des fois atteindre là, des 12-15 grammes de sucre. C'est quand même élevé là, pour une céréale à déjeuner. On peut penser aussi tous les yogourts. Hein, même les yogourts à boire sont encore plus sucrés que les yogourts à saveur. Les yogourts à boire, là, on peut atteindre des 15 grammes pour une bouteille. Donc, ça aussi, il faut en être conscient que c'est sur une journée, hein, à un moment donné, toutes les petites choses qu'on va consommer, ça s'additionne. Donc, si on ne veut pas dépasser notre 50, 100 grammes de sucre par jour, il faut calculer ça. Ce qui est vinaigrette à salade, tu sais, tous les condiments, là, on sait que c'est salé, mais des fois, c'est surprenamment sucré. Ketchup, hein, c'est vraiment, c'est très sucré. On peut penser aussi à ce qui est réduit en gras. Parfois, les aliments qui vont être réduits en gras, pour contrebalancer le goût, ils vont être enrichis en sucre. Donc, il faut porter attention. Prenez le temps de regarder l'étiquette nutritionnelle. Pour vrai, puis maintenant, ils ont sorti un nouveau logo. Je ne sais pas si vous êtes à l'affût. Élevé en... Oui, donc élevé en sucre, sel, sodium ou élevé en gras. Donc, déjà, avec un premier regard, là, on peut déjà voir si ça dépasse 15 en sucre. Donc, ça peut aider. Je sais pas toi, Annabelle, là, mais moi, là, à chaque fois que j'essaie de regarder puis de comprendre comment ça marche, l'étiquette, là, je comprends pas. Tu trouves ça complexe? Oui, c'est complexe quand même. Oui, tu sais, il y a des petits repères qui peuvent nous faciliter. Dans le fond, quand on regarde de 0 à 5 tu sais, il y a comme un nombre de pourcentages là, au bout. Puis ça, c'est basé sur un régime de 2000 calories par jour. Donc, c'est en moyenne ce que les Canadiens qui est recommandé, mais je veux dire, dépendamment de plein de facteurs, ça peut être plus ou moins. Si tu dis entre 0 et 5 c'est peu. Okay. Donc, que ce soit pour le sucre, les matières grasses, le sodium, entre 0 et 5, c'est peu. Entre 5 et 15, c'est la fourchette qu'on appelle qui est acceptable, mettons, c'est comme correct. Et plus de 15, là, ça tombe élevé. Donc, si on a plus de 15 en sucre, en sodium, en matière grasse, c'est élevé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont sorti le petit logo. Lorsque c'est plus que 15 automatiquement, il va y avoir la petite loupe qui va apparaître sur le devant de l'emballage. Ça n'empêche pas qu'on peut aller vérifier quand même, là, mais c'est des petits trucs là, pour nous aider au premier visuel, parce que oui, ça peut être... Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses mélangées un petit peu. Pour ce qui est, mettons, tu sais, il y a souvent la partie teneur en fer, tout ça, mais ça, plus que le pourcentage est haut, mieux c'est, sûrement? Oui, en effet. Oui, fait que, tu sais, ça peut être une bonne chose, un pourcentage plus élevé, tu as bien raison. Tu sais, les protéines, par exemple, on veut qu'il y en ait plus dans notre produit parce que c'est bon. Donc, oui, c'est bien quand c'est plus de 15 pour ceux-là. C'est pour ça qu'ils apparaîtront pas, dans le fond, dans la loupe. On a juste choisi ceux qu'on veut pas, qu'il y ait plus que 15 Mais c'est une très bonne question, oui, en effet. Moi, j'avais vu aussi, je sais plus c'est avec quelle boisson énergisante, ceux qui sont comme vraiment plus bourrés de plein d'affaires, puis que c'était les valeurs en pourcentage, ça allait quasiment jusqu'à du 600 Mettons, vitamine C, 400 puis tu te dis... Je sais pas si c'est ça, en fait, là, mais moi, j'ai toujours pensé que le pourcentage, c'était ta valeur nutritive au quotidien. Fait que, mettons, si c'est 400 c'est que tu as pris 4 fois la dose recommandée par jour. Exactement. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Ça donne rien parce qu'en fait, le surplus, on va l'uriner pour certaines vitamines. Certaines vitamines peuvent s'accumuler dans le corps. Ça donne rien qu'il y en ait trop.
Quand on parle de la dose, la quantité de sucre par jour, c'est-tu juste les sucres transformés ou c'est vraiment toutes les sortes de sucre puis les différences aussi entre sucre, sucralose, fructose, fructalose, je sais pas trop? C'est une très bonne question. En fait, au début, quand je parlais du nombre de grammes de sucre par jour, c'est vraiment les sucres libres qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sucre libre? C'est quand que la molécule, elle est détachée de l'aliment. Donc, c'est par exemple le sucre blanc, le sucre brun, le miel, le sirop d'érable. Ce sont des sucres simples parce que c'est juste un sucre en soi. Il n'est pas attaché à quelque chose. Quand on parle du fructose, par exemple, ben, c'est le sucre naturel des fruits. Lui, il est rattaché à la fibre. Donc, on a des bienfaits à les consommer. Donc, les recommandations de sucre, c'est vraiment pour les sucres libres. Donc, qu'est-ce qui est plus sucre blanc, sucre raffiné, en fait. Même miel, sirop d'érable, hein, on peut pas dire que c'est des sucres que le corps a besoin, dans le fond. On a plus de besoin de glucose et de fructose, qui sont, dans le fond, des sucres naturels dans les fruits et dans les légumes, il y en a un petit peu moins, mais on en a. Le glucose, aussi, c'est le sucre naturel qu'on a besoin dans notre corps. Dans le fond, quand on a besoin d'énergie, c'est notre principale source d'énergie, le glucose. Donc, ça, c'est un type de sucre. On a le sucralose que tu as nommé tantôt. Ouais. Sucralose, c'est un sucre artificiel, lui. Donc, tu sais, on entend souvent parler stevia. Win pour le café. Oui, c'est ça. Mais c'est du sucralose, donc c'est des sucres, des faux sucres, dans le fond, là, qui ont un pouvoir sucrant, mais qui ne contiennent pas d'énergie, donc pas de calories en soi. C'est une molécule faite en laboratoire, en fait, qui ont un pouvoir très, très sucrant. Le stevia, lui, c'est un sucre vraiment qui vient d'une plante. Il est naturel, mais aussi un pouvoir sucrant très élevé, mais il n'y a pas de calories associées à ça. Mais il est quand même considéré, il est quand même compté dans les grammes de sucre de ta journée ou non? Non, pas celui-là, parce qu'il n'en contient pas. Ouais. OK. Un sucre naturel? Ouais. Ben, non même pas. Tu sais, c'est un sucre artificiel. Fait que non, il n'est pas compté dans les sucres. Quand on voit le sucre, là, ça va être 0. Souvent, sur les boissons énergisantes, il va être marqué sans sucre. Mais est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs pour la santé? Bien, en fait, là, avec les boissons énergisantes, il y a comme tout plein de choses autour de ça. Première question, il faut se questionner pourquoi on en prend. Parce que là, ce qui est à la mode, c'est vraiment, un effet stimulant. Avant d'aller s'entraîner aussi, il y a des jeunes que je vois qui vont consommer des boissons énergisantes. Ça a des impacts, ça a des impacts sur le sommeil. Nos jeunes ont de la misère à dormir. Bien, peut-être que de consommer des stimulants dans notre journée, c'est pas la meilleure solution à bien dormir. Ça l'entretient quand même le goût sucré. Donc, même si elle est sans sucre, 0 sucre, c'est comme si on s'habituait toujours à boire des boissons qui sont sucrées. Il faudrait apprendre, dans le fond, à être capable de boire des breuvages qui sont non sucrés, parce qu'entretenir ce goût-là, c'est pas nécessairement bon. Puis, en plus, le corps, en recevant quelque chose qui goûte sucré, va se préparer à digérer quelque chose qui est sucré, mais il ne reçoit pas de dose de sucre. Donc, ça a comme effet que, naturellement, il va vouloir augmenter nos goûts pour quelque chose de sucré par la suite. Fait que ça se pourrait qu'ensuite, on ait envie de manger. Ça sera pas une pomme, souvent, qu'on va avoir envie de manger, là. Ça va être plus une barre de chocolat ou des jujubes, dépendamment. Donc, une fois qu'on est à l'affût de ça, c'est bien d'en être conscient. Puis, donc, le 0 sucre versus avec du sucre, j'ai envie de dire que il n'y en a pas un vraiment nécessairement meilleur que l'autre parce que ça reste qu'il y a beaucoup de produits là-dedans qui ont des impacts, palpitations, stress, ça en est tout parce que c'est réel ce que ça va faire. Donc, la caféine, elle, ce qu'elle va faire en premier, c'est un inhibiteur. Donc, elle va aller bloquer les récepteurs de l'adénosine qui, elle, l'adénosine, c'est elle qui nous calme. Donc, la caféine va prendre la place du récepteur. Donc, c'est pour ça qu'on est plus éveillé. Mais le cerveau continue à en produire de l'adénosine. Donc, elle s'accumule un petit peu à quelque part. Puis, on a les autres stimulants comme la guaranine, la taurine, qui, eux, vont agir
c'est des récepteurs GABA, là, on n'ira pas jusque-là, mais c'est des stimulants. Donc, va en plus nous stimuler. Puis en plus, le sucre, ben il va augmenter notre glycémie, qui va avoir un effet aussi d'avoir envie de bouger, d'être stressé. Puis, des fois, là, ce qui est important, c'est que oui, le corps a peut-être besoin d'énergie, mais en fait, il a peut-être faim, ton corps. Il y a peut-être une faim réelle. Donc, il faut être aussi à l'affût de notre corps. C'est super important. Donc, est-ce qu'on boirait de la liqueur à tous les jours? Je pense que la réponse, elle est non. Mais pourquoi on boirait un breuvage sucré, une boisson énergisante à tous les jours? C'est à considérer aussi. Au même titre qu'un adulte qui va boire un café très sucré à tous les jours, ça ne serait pas recommandé non plus. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aller se poser. Les jeunes prennent ça avant d'aller s'entraîner. C'est dangereux. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu vas t'entraîner? Tu demandes à ton cœur une palpitation plus élevée. C'est normal parce qu'il faut que tu fasses circuler ton sang. Et en plus, ces stimulants-là demandent aussi à ton cœur de pomper plus. Tu sais, il y en a eu des décès répertoriés, là. Il y en a un en région aussi qui a eu, il y a quelques années, crise de cœur pendant un match parce qu'il avait pris une boisson énergisante, 0 problématique de cœur, tu sais. Mais tu vas demander. Fait que moi, je suis comme, les jeunes, jamais avant d'aller t'entraîner, jamais. Pas à l'adolescence. Vraiment pas à l'adolescence. Mais à l'âge adulte, c'est autre chose, là. Tu sais, on a développé d'autres choses qui fait qu'on est peut-être un petit peu moins perméable à ça. On est plus résistant. Mais à l'adolescence, là, c'est pas une bonne idée de prendre des stimulants avant un entraînement. Est-ce que, mettons, quand on combine caféine et sucre, est-ce que ça va avoir plus un effet de rush, comme un rush de sucre, ou ça va juste amplifier le crash? Ben, tu sais, en fait, les deux molécules vont faire des choses différentes dans le corps. Donc, comme je disais tantôt, ta caféine s'en va sur la molécule, bloque l'adénosine qui, lui, est un relaxant. L'adénosine, elle continue, dans le fond, à s'accumuler dans le cerveau. Fait que qu'est-ce qui va se passer quand la molécule de caféine va se dégrader, va avoir été utilisée? Toutes les adénosines, ils pop sur le site, là. Fait que oui, on va avoir un effet de relaxation, mais pas comme une relaxation de bien-être, là. Ça peut être vraiment comme je suis épuisée, là, je suis vidée. C'est un peu la même chose aussi avec le sucre. C'est un peu différent, mais dans le fond, l'insuline, il y a une production d'insuline lorsqu'on consomme du sucre et il y a toujours un petit crash aussi après avoir consommé une boisson qui est très sucrée. C'est pas la même chose quand on mange des sucres complexes. Par exemple, quand on va manger des sucres qui vont être attachés avec sa fibre, la digestion est faite un petit peu plus lente, ce qui fait qu'on a plus un plateau de répartition d'énergie, ensuite un petit plateau qui redescend. Quand on boit quelque chose de sucré, que ce soit une boisson énergisante, une liqueur, un jus de fruits aussi, hein, c'est des sucres qui sont très rapides, on a un pic, puis après ça, une descente. Donc là, on a comme les deux qui s'opèrent, puis les études ne sont pas encore assez claires à savoir est-ce que c'est vraiment un cofacteur qui fait qu'on ressent vraiment une fatigue ou c'est juste indépendamment, toutes les deux ont un mécanisme qui font faire ça aussi. C'est sûr que d'avoir les deux, probablement que oui, ça augmente un petit peu l'effet de crash par la suite. Qu'est-ce qui se passe dans les 60 minutes après la consommation de caféine? Comment ça influence l'humeur, la concentration? Ben, tu sais, c'est un peu tout ce processus-là, dans le fond, qui va se produire. Donc, vu qu'on a comme bloqué nos petits récepteurs, on a quand même une accumulation au cerveau. Et c'est quand même stimulant un petit peu la caféine, mais en fait, c'est pas stimulant au même titre qu'une boisson énergisante, la caféine, mais ça va avoir un effet vu qu'on n'a pas le petit récepteur qui va nous calmer, ben on a une sensation d'éveil qui est là. Et parfois, on peut avoir un petit peu de palpitation. Chez certaines personnes, j'ai découvert récemment qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs à la caféine que d'autres aussi. C'est un récepteur là, dans notre ADN qui fait que certaines personnes sont vraiment très, très sensibles à la caféine, d'autres personnes presque pas, en fait. Mais quand on parle des boissons énergisantes, c'est qu'on a aussi toutes
les autres facteurs qui sont stimulants qu'il faut prendre en compte, qui, eux autres, vont avoir vraiment un effet stimulant, un effet stressant. Donc, dans les prochains 60 minutes, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter le battement cardiaque. Donc, c'est pour ça que parfois, chez certaines personnes, on peut ressentir de la palpitation. Les pré-workouts aussi, là, les jeunes en prennent, c'est populaire. On peut sentir des picotements là, au bout des doigts. Bien, c'est ça, là, c'est comme toute une sensation de stimulation. Donc, ce que je dis aux jeunes souvent, avant d'aller vous entraîner, si vous êtes fatigué, il y a 2 choses à regarder. Bien, peut-être que vous avez faim, hein? Manger ou... Des fois, le corps, à force d'avoir été assis toute la journée, à l'école, au travail, peu importe, il est juste fatigué de ne pas avoir bougé. Fait que juste d'aller bouger, tu vas réveiller naturellement ton corps. Puis de consommer des boissons sucrées, stimulantes, bien, on dirait que tu vas comme défaire un peu les bénéfices, les bienfaits de l'activité physique. Puis en plus, ça va impacter sur ton sommeil parce que oui, dans les 60 minutes qui va suivre, tu vas peut-être sentir des palpitations et tout, mais il faut savoir que la caféine reste active dans le corps pendant 4 à 6 heures après la consommation. Puis là, tu sais, quand on parle de boissons énergisantes, on peut aller jusqu'à des 300 mg de caféine, qui est vraiment plus qu'un café. Donc, un café normal, un café filtre, on parle d'un 4 à 6 heures. Ça peut aller au-delà de ça là, quand on en consomme plus. Donc, il faut être conscient que ça se peut que si tu finis ta journée à 5 heures, tu te prends une petite Red Bull pour aller t'entraîner ou pour aller faire ton chiffre à la station-service, par exemple, ça se pourrait qu'à 9 heures, 10 heures, tu sois pas capable de t'endormir. Puis est-ce que les produits qu'on voit beaucoup, les produits avec de la théine au lieu de la caféine, est-ce que c'est mieux? En tant que professionnel, il faudrait que je prenne le temps de vraiment regarder l'étiquette parce que c'est rare que ça va contenir que de la théine. Si c'est vendu comme un stimulant, ça dépend des doses aussi. Hein? Tu sais, si on en met plus pour au final avoir le même effet que la caféine, puis je sais que parfois, oui, c'est de la théine, mais on va ajouter une pastille de caféine dans le breuvage. Ben là, on vient aussi ajouter 2 produits qui, un est un stimulant, l'autre des propriétés différentes. Là. Donc, il faudrait voir si c'est vraiment le seul stimulant dans le breuvage. Puis ça reste que, est-ce qu'on en a toujours de besoin, tu sais? Mm-hmm. Il faut comme réapprendre à vivre avec nous-mêmes, là. Puis, est-ce qu'on a besoin de toujours être stimulé, de toujours devoir être à l'affût? C'est correct d'avoir des moments où est-ce qu'on a moins l'impression d'être performant, puis c'est correct. Le corps, dans le fond, c'est pas une machine. Hein? Si on voyage ailleurs que Nord-Amérique, là, nous autres, on est tout le temps stressés, puis go, go, go. Si on voyage ailleurs, il y a des places qui sont très, très relax, là. Mais des fois, c'est juste des petits messages que le corps envoie, qu'il a besoin d'une heure, qu'il est moins performant. Oui, peut-être que tu as un rapport que tu dois remettre dans... Mais je veux dire, est-ce que tout presse tout le temps? Il faut comme réapprendre à avoir des pauses que le cerveau il est peut-être un petit peu moins actif, puis c'est normal. Il faut comme écouter son corps. Donc, pour répondre à ta question, c'est difficile d'y répondre en pas ayant toutes les données, dans le fond, les ingrédients. Mais tu sais, je veux dire, si on prend un thé, par exemple, que c'est de la... Ben, en fait, c'est de la caféine aussi, mais un thé noir, par exemple, ben oui, il y a des bienfaits, dans le fond, à consommer les thés, les tisanes, mais des vrais, là. Ben, comme de consommer un café noir qui va être mieux vu qu'un café 2-2, mettons. Oui, qu'on a acheté. Oui, je comprends. Bien oui, tu sais, dans le fond, de consommer un café filtre par jour, il n'y a pas d'effet néfaste, dans le fond, à ça. C'est de les accumuler à un moment donné qu'on accumule la caféine, puis ce qu'on met dedans. Tu as bien raison, là. Oui. Puis est-ce que ton cerveau ou ton corps devient dépendant, mettons, de la caféine? Tu sais, oui, on sait que c'est un peu comme une drogue, mais est-ce que ton cerveau va moins bien fonctionner si tu es habitué de tout le temps donner de l'essence de caféine ou... Oui. Le corps, oui, il y a une certaine dépendance à la caféine. Ce qu'on remarque souvent, là, les gens qui en consomment vraiment beaucoup, lorsqu'ils arrêtent, ça va être les maux de tête. Fait que souvent, ça va être les maux de tête, les sensations aussi de fatigue extrême, dépendamment de la quantité de caféine. Mais tu sais, même quelqu'un qui est habitué de prendre 2-3 cafés par jour peut ressentir des maux de tête là, après ça. Donc oui, il y a vraiment des... on en veut, c'est un stimulant, donc le corps est habitué à avoir ça. Malheureusement, le corps s'adapte bien à toutes ces choses-là.
Qu'est-ce que tu recommandes, mettons, à une personne qui est justement dépendante de ça pour essayer d'arrêter étape par étape, mettons? Bien, tu sais, si dans le fond, on parle de boissons énergisantes ou même café, là, tu sais, commencer par réduire de moitié. Donc, la consommation. De moitié, normalement, on ne devrait pas trop ressentir les effets. Fait que si on buvait, mettons, 3 cafés par jour, ben on peut commencer à réduire à 1,5, 2 par jour. Boisson énergisante, si on est habitué d'en prendre une par jour, on y va avec une demi. Gaspillage, là, c'est pas grave, OK? Tu sais, là, tu veux vraiment prendre soin de toi, donc c'est pas grave si tu jettes la moitié de ta canette, sens-toi pas mal. Oui, c'est du gaspillage d'argent, ça durera pas vitam aeternam. Donc, on peut commencer par un gros 2 semaines, mettons, à commencer à boire juste la moitié. Après ça, on peut commencer à réduire peut-être le nombre de jours par semaine qu'on en consomme. Donc, peut-être là, y aller à, je n'enlève 2 par semaine que j'en bois pas. Là, tranquillement, pour se rendre à le moins possible, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de recommandation là, claire à savoir combien qu'on pourrait en consommer par semaine ou par mois, mais ça reste que des breuvages sucrés, on ne devrait pas en prendre plus que 2-3 par mois. Là, vraiment, là, c'est très limité ce qu'on devrait consommer. Mettons, tu t'en vas au dépanneur, tu as le goût de quelque chose. Mettons, tu vas faire de la route puis tu as vraiment besoin d'un petit quelque chose. C'est quoi le meilleur entre un café, une boisson énergisante, une barre de chocolat? Bien, tu sais, dans le fond, c'est vraiment 3 choses qui sont super différentes. Hein? Dans le fond, premièrement, je dirais avec la barre de chocolat parce qu'elle va te nourrir. Dans le fond, oui, elle contient un petit peu de caféine. Là, vite de même, il me semble que c'est à peu près 8 mg, là, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc, parce que c'est un aliment, hein, on sait ce que ça contient, plus qu'une boisson énergisante, par exemple. Ça, quand on lit la liste des ingrédients, ça se peut que tu t'en fâches 15 fois à essayer de lire ce qu'il y a là-dessus. Moi, quand je suis prête à lire des ingrédients puis savoir ce que c'est, ça me fait peur un peu. Fait que ta barre de chocolat, tu es capable de savoir ce que c'est. Puis, tu sais, ça reste un aliment le fun. C'est un aliment d'occasion. Il n'y a pas de mauvais effets, dans le fond, à en consommer dans l'immédiat, que j'aimerais dire. Mais c'est sûr que, c'est comme tout aliment sucré, si on en mange trop à tous les jours, là, il y a des risques de développer des maladies chroniques, là, comme par exemple le diabète, l'obésité, du cholestérol quand c'est trop riche en gras. Ensuite, ben, tu sais, si on veut un petit stimulant, c'est sûr que le café, c'est mieux qu'une boisson énergisante parce que le café, dans le fond, tu n'as que la caféine qui est un stimulant. On peut y aller vers un petit format hein, qui va nous stimuler, mais pas trop, dépendamment de l'heure qui est aussi. Regardez qu'est-ce qu'il y a dedans aussi, tu sais. Mais si on a envie de quelque chose de sucré, tu sais, c'est correct, là. Un vanille française, par exemple, de temps en temps, parce que tu as envie de ça. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas d'aliments qui sont interdits. Tout est une question de fréquence et de quantité. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de ça, ben prends-le en pleine conscience. Puis, c'est mieux que ta boisson énergisante qui, elle, contient beaucoup, beaucoup de stimulants. En plus, là, tu disais, pour faire de la route, on ne sait même pas les effets secondaires de ça. En tout cas, si c'est la première fois que tu en consommes, s'il vous plaît, prends pas le volant. Ouais. Parce qu'on ne sait même pas comment tu vas y réagir. Parce que ça, c'est une autre chose. Hein? D'une personne à l'autre, on réagit différemment. Même pour le café, là, des personnes vont réagir, d'autres non. Donc, encore plus sur les boissons énergisantes. Donc, faire attention. Donc, vraiment, là, boissons énergisantes dans les derniers choix. Puis même, ça devrait même pas être un choix, selon moi. C'est quelque chose qui a été inventé, qui est difficile à trouver des bienfaits à ça. Il n'y en a pas une sorte meilleure qu'un autre, mettons. Tu sais, parce qu'il y en a qui... Il n'y en a pas une de mieux que l'autre. Ils ont toutes leurs différences, mais ça reste qu'ils ont tous des stimulants. Il n'y en a aucune qui sont juste à base de caféine. Ils ont tous un autre stimulant. Donc, ça reste... C'est sûr qu'il y en a des pires, là. Oui. Il y en a des pires que d'autres. Mais ça reste que je les recommanderais pas, peu importe la sorte. Puis les kombucha. Ouais. Ça irait dans quelle catégorie? Parce que c'est de la théine. Bien, en fait, il y a des bienfaits au kombucha, pour vrai, là. Mais surprenamment, oui, c'est fait à base de thé. Puis, mais ça a vraiment des effets bénéfiques parce que c'est un aliment qui est fermenté. Et on a découvert là, des bienfaits au niveau intestinal. Là. C'est complètement un autre sujet, là, mais le microbiote, quand on nourrit bien notre microbiote, on a des effets bénéfiques sur notre santé. Et ça en fait partie, le kombucha, au même titre que le kéfir, par exemple, qui
qui est un autre aliment. Donc, c'est vraiment d'autres choses, là. Puis c'est pas... normalement, sont légers en sucre. Il faut vérifier, par exemple. Là, il y en a qui peuvent être très sucrés. On peut aller ça aussi jusqu'à du 15-20 grammes de sucre. Mais il y en a qui en contiennent très peu. Là. On peut aller à du 1, 2, 3 grammes de sucre, qui est très tolérable, là, dans le fond, pour ce type de boisson-là. C'est pétillant, c'est agréable, tu as des bienfaits. Donc, pour vrai, c'est un beau breuvage, là, le kombucha. C'est stimulant aussi. Mais très léger, pour vrai, très léger. Puis j'ai envie de dire, comme... Au même titre qu'on boirait juste un thé, là, vraiment, là, qu'on a fait une petite poche de thé, qu'on a mis dans un verre, un petit thé vert, dans le fond, là. Donc, c'est pas aussi stimulant qu'une boisson énergisante. Puis, tu sais, il y a des bienfaits à prendre ça. Tu sais, au lieu de prendre une liqueur, par exemple, c'est vraiment mieux de prendre un kombucha. Il y a quand même des effets bénéfiques à ça. Mais si tu le prends à la même fréquence que tu boirais une liqueur, par exemple, qui reste occasionnelle, tu sais, il n'y en a pas de problème. Mais c'est vrai que là, tout ce qui est pétillant est très à la mode, là. Fait qu'il faut faire attention là, au niveau de l'acidité puis de notre émail, malheureusement. Ouais. Bien, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces belles informations-là. Moi, j'en ressors quand même plus intelligente, je veux dire, avec plus de connaissances. Ben, c'était vraiment intéressant, là. Oui, vraiment. Ça reste que c'est quand même assez populaire, tout caféine, sucre et tout. Fait que vraiment un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, je trouve. Ouais, puis la vie d'un expert, là, je vais dire ça comme ça. Puis des fois, on dirait qu'on y croit tellement, on y est tellement accro qu'on veut pas y croire, dans le fond, que c'est pas bon pour nous, là. Donc, de vraiment prendre le temps de se questionner le pourquoi, le fin fond du pourquoi, là, qu'on en consomme, partir de là, puis vraiment ouvrir nos horizons à dire, ben c'est pas vraiment bon pour moi, donc pourquoi est-ce que je continue? Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais tu sais, quand on est jeune, des fois, on... Suit la gang. C'est ça, il y a un petit effet là, de groupe qui se crée. Donc, mais... ça, où on est invincible. Oui, oui, c'est vrai, mais non. Hein, non, c'est ça. Il y a des choses répertoriées qu'on sait finalement, nous sommes pas tous invincibles, malheureusement. Ouais. Puis l'importance aussi de se tourner vers des ressources qui connaissent le sujet, pas de se tourner nécessairement juste sur n'importe quel site qui existe sur Google pour essayer de trouver la bonne définition à ce qu'on pense. Comme des fois, on va chercher nos informations pour trouver l'information qui est en notre faveur. Là. Mais trouver des ressources fiables aussi. Là, oui, tu sais, t'en nommais l'INSPQ, Santé Canada, c'est toutes des ressources qui sont fiables. Donc, d'aller voir ça, suivre sur les réseaux sociaux des nutritionnistes, des professionnels de la santé. Il y en a des jeunes... Toi aussi, on peut aller te voir. Ben, peut-être pas toi nécessairement, mais il y a des nutritionnistes... qui sont plus actifs que moi sur les réseaux sociaux, oui très clairement. Mais pour la population aussi, de prendre rendez-vous, c'est possible. Oui, ça aussi. Prendre rendez-vous avec une nutritionniste pour discuter de tout ça. Oui, puis tu sais, je pense aux jeunes dans les écoles. Tu sais, je suis quand même active dans les écoles de nos régions. Donc, si vous avez des questions, apostrophez-moi, puis ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions. Je préfère vraiment ça qu'un influenceur qui, lui, partage une expérience personnelle, parce qu'il faut savoir que quand c'est pas des professionnels de la santé, qui partagent une expérience personnelle, dans le fond, c'est pas une expertise, c'est pas des données probantes. Donc, il faut faire attention un petit peu à ça, qui on suit sur nos réseaux sociaux par rapport à ces sujets-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Vraiment très intéressant. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!